bonjour. À peine sorti d'une crise sanitaire sans précédent, voici venu le retour de l'inflation et surtout d'une guerre aux portes de l'Europe. Difficile aujourd'hui de prévoir le monde qui bouge en permanence. Jean-Vincent Olindre, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Paris-Panthéon-Assas. Vous êtes directeur du master Relations internationales du Centre Thucydide, spécialisé dans la recherche et l'analyse des relations internationales. Vous avez co-dirigé notamment avec le journaliste Laurent Testo un ouvrage intitulé « La guerre des origines à nos jours ». Alors, j'ai envie de vous poser la première question. Est-ce que vous attendiez à un tel conflit à l'ancienne, aux portes de l'Europe, avec de l'artillerie, des troupes au sol engagées par centaines de milliers ? Je crois que l'ampleur de ce conflit a évidemment surpris. On pouvait imaginer qu'une guerre aurait lieu dans la mesure où elle avait déjà commencé en 2014. En réalité, la guerre en Ukraine, il ne faut pas s'imaginer qu'elle a commencé le 22 février 2022. En réalité, pour les Ukrainiens, moi je suis allé après le début de la guerre en 2017. Pour eux, la guerre avait commencé. Et elle continuait, et à partir de évidemment la Crimée, l'annexion de la Crimée, et leur inquiétude c'était que le Donbass soit annexé. D'ailleurs, ils avaient raison de s'inquiéter puisque les Russes récemment tentent d'annexer le Donbass par des voies militaires et politiques liées à ces référendums qui ont eu lieu récemment. Donc non, pas surpris par la guerre en elle-même parce qu'elle avait déjà commencé, mais surpris par son ampleur parce qu'en effet on observe aujourd'hui des opérations jamais vues depuis la Deuxième Guerre mondiale et avec une escalade à la fois verbale et militaire. Parce qu'on est clairement dans un conflit, moi je dis à l'ancienne, mais on est bien loin des frappes chirurgicales de la première guerre du Golfe de 1991. Là, il y a de l'artillerie, c'est sale, quoi. Enfin, c'est de la vraie guerre. Oui, mais alors, il y a sans doute une erreur de perspective dans l'idée d'ancienne et de nouvelle guerre. En fait, cette théorie des nouvelles guerres est apparue dans les années 80-90 avec l'idée qu'on aurait des guerres propres, qu'on aurait des guerres en effet chirurgicales, avec les nouvelles technologies qui permettraient une précision accrue. C'était de la rhétorique. C'était de la rhétorique, c'était peut-être la conviction qu'en effet on était dans une tendance de raréfaction des guerres majeures, des guerres industrielles, si je puis me permettre, du XXe siècle. Peut-être que le sentiment était que voilà, au fond, le régime libéral, démocratique pouvait l'emporter sur les idéologies autoritaires, ce sentiment d'optimisme, en fait, de la fin de la guerre froide. Mais très vite, la guerre en Irak que vous mentionnez, en réalité, s'opère la première guerre d'Irak, la première guerre du Golfe, c'est dès le lendemain, au fond, à la fin de la guerre froide. Et puis, après, on a eu un certain nombre de conflits qui n'étaient pas de l'ampleur de la guerre en Ukraine, mais qui ont montré qu'en réalité, cette idée de la guerre zéro mort, la guerre chirurgicale, la guerre propre, c'est en effet, sont des mots, et qu'on se paie souvent de mots. Pour autant, ce qui dominait, en gros quand même depuis plusieurs dizaines d'années, peut-être même depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'était des formes asymétriques de guerre. C'est-à-dire l'idée qu'on avait un faible qui s'opposait à un fort. On l'a vu avec les guerres de décolonisation, on l'a vu évidemment avec le terrorisme et les groupes armés non étatiques. Là, ce qu'on observe, c'est un affrontement, je dirais, relativement équilibré entre l'Ukraine et ses soutiens occidentaux, et puis la Russie qui a reconstitué une puissance militaire après la réforme militaire de 2008. Et donc c'est ça qui aussi surprend, c'est une guerre à l'ancienne au sens où il y a une forme d'équilibre des puissances militaires, alors que jusque-là, on observait plutôt des mécanismes d'asymétrie avec des guerres qui débouchaient ni vraiment sur une victoire, ni vraiment sur un échec, mais plutôt voilà, sur des situations un petit peu d'entre-deux. Vous avez parlé des mots, on se paie de mots, et effectivement, le conflit en Ukraine et les mots de Vladimir Poutine au début de l'engagement ont fait réapparaître des mots qu'on ne connaissait plus, nous. C'est-à-dire quand il traite de nazi et de fasciste son adversaire, moi, personnellement, j'étais extrêmement surpris que ça parte sur ce ton-là. Pour vous, c'était dans les pays de l'Est, ils en sont encore à ce vocabulaire-là et à cette histoire-là ? Il faut bien avoir conscience que la perception du monde, qui est celle des Occidentaux, n'est pas partagée universellement. C'est-à-dire que les Russes ont une certaine vision qui a été alimentée justement par sentiment de déclassement stratégique et politique à l'issue de la guerre froide. Et au fond,
l'avènement de Vladimir Poutine et son escalade politique, verbale, et, qui avait commencé en réalité depuis plusieurs années. On se souvient du discours de 2007, le discours de Munich, à la conférence de sécurité de Munich, où Poutine dit clairement qu'il y a une hostilité des Occidentaux à l'égard de la Russie. Donc c'est vrai qu'on l'a peut-être sous-estimé cela. On a pensé que c'était un moyen pour Vladimir Poutine de réaffirmer la puissance russe sans prendre au sérieux la dimension idéologique. Or, il y a des fragmentations idéologiques. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux le fait que il y a une diversité de manières de penser et de voir le monde. Et les Russes ont sincèrement, en tout cas Vladimir Poutine et un certain nombre de Russes qui le suivent, ont le sentiment qu'ils sont menacés. Il ne faut pas sous-estimer cet élément. Et donc c'est vrai que là aussi, la fin de la guerre froide avait peut-être laissé le sentiment que les conflits idéologiques avaient laissé place à des conflits de puissance géopolitique plus classiques. Mais en réalité, les deux coexistent. Dans l'esprit de Vladimir Poutine, il y a une logique de puissance, de recouvrer la puissance, mais il y a aussi une vision idéologique qui s'oppose aux valeurs, si je puis me permettre, occidentales. On avait l'impression que Vladimir Poutine ne parlait qu'à l'interne, qui parlait comme ça, ses discours étaient finalement dirigés vers le peuple russe pour se maintenir au pouvoir. C'est vrai, les deux sont vrais, c'est-à-dire que l'interne et l'externe, mais ça c'est une vérité des relations internationales sont toujours liées, dans le sens où, de la même façon, lorsque George W. Bush, au moment de la Deuxième Guerre d'Irak, déploie tout un discours de la guerre au terrorisme, c'est aussi à usage interne. C'est pas simplement pour, là aussi, provoquer une forme de réassurance des États-Unis sur la scène internationale. C'est aussi pour, en quelque sorte, assurer sa force, si je puis me permettre, dans l'opinion publique. Donc Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui a le sens, évidemment, de maintien de son pouvoir à l'échelle interne et qui a une certaine idée de la place de la Russie sur la scène internationale, d'autant plus forte, d'autant plus importante chez lui, qu'il y a des fragilités économiques de la Russie. C'est-à-dire que tout ça se fait sur fond de montée en puissance de la Chine, qui est à la fois un partenaire historique de la Russie, mais dont on voit que sur le plan économique, la Chine est sans commune mesure, une puissance sans commune mesure avec la Russie. Et qui n'est pas très loin. Enfin, de l'autre côté, sur l'autre rive du fleuve Amour, le bien nommé, effectivement, il y a la Chine. C'est-à-dire que les Russes, ils sont très, très proches des Chinois. Exactement. Donc il y a cette dimension géopolitique qui joue à plein et qui fait que Poutine a besoin de se solidifier à l'intérieur et que le discours de politique étrangère est un élément de présidentialisation, de crédibilisation de la puissance à l'échelle à la fois interne et internationale. Alors on l'entend dans ce que vous dites, c'est ce que certains appellent les appétits d'empire de certains. Donc il y a effectivement Vladimir Poutine, on dit que c'est un appétit d'empire, il rêve de la grande Russie, de la Russie blanche, etc. Il y a d'autres appétits d'empire, pas très loin de chez nous, il y a la Turquie, un peu plus loin il y a l'Iran. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va se développer? C'est-à-dire que des pays importants veulent retrouver leur souveraineté, mais assez large, c'est-à-dire avec le côté impérial. Alors, on dit que la nature a horreur du vide. En matière de relations internationales, on voit que, je dirais, le déclassement relatif, il faut toujours être prudent, des États-Unis, le fait que les États-Unis ont connu quand même de grosses difficultés ces dernières années, notamment par rapport aux interventions en Afghanistan et en Irak, qui sont soldées, disons, par un succès mitigé, pour le dire sobrement, a conduit à une sorte de recomposition. Et la montée en puissance de la Chine, comparativement aux États-Unis, donne effectivement envie à d'autres d'exister également. La multipolarité est quelque chose qui a été intégré aujourd'hui par les puissances régionales que sont la Turquie, l'Iran, et qui se disent, eh bien oui, profitons de ce moment. Les Grecs disaient le kairos, le moment opportun, pour exister sur la scène régionale. On le voit par exemple à travers le conflit en Syrie, qui au départ est une guerre civile, et dont on voit ce conflit suscite des appétits régionaux de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, et des implications de puissances comme la Turquie. Et donc on voit dans ce conflit en Syrie qu'on a une imbrication entre le civil, la dimension interne de ce conflit qui est le point de départ, la dimension régionale, avec des puissances régionales qui, à travers le cas de la Syrie, tentent de s'affirmer, et puis la dimension internationale, à travers le Conseil de sécurité, à travers l'opposition entre la Russie et les États-Unis dans ce conflit. D'ailleurs, soit dit en passant, la Syrie
année est un tournant. 2014, c'est le début de la guerre en Ukraine, c'est aussi le moment de la guerre en Syrie où les Russes interviennent militairement en Syrie, ont un certain nombre de succès et on se sentent pousser des ailes et se disent mais pourquoi pas aller plus loin. Là où les États-Unis, quelques temps plus tôt, il y a environ un peu plus d'un an, eh bien, étaient en situation de devoir quitter l'Afghanistan. Donc il y a aussi cette mécanique des fluides et ces vases communicants en relations internationales. Ça, c'est très important. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que le leadership américain, le leadership du dollar, si on parlait finance, est en train de s'affaiblir, ou en tout cas, il y a un sentiment d'affaiblissement de ce leadership, et donc d'autres commencent à prendre la place. Oui, et d'ailleurs, on voit bien la réaction américaine aujourd'hui, qui est très forte sur ce conflit en Ukraine. C'est pour dire, attention, on est encore là. Oui, alors moi je pensais que c'était des vieilles réminiscences de guerre froide, c'est-à-dire c'est l'ennemi, c'est les rouges, et donc effectivement on a des réflexes, et là on y va. En effet, il y a un peu des deux. C'est précisément la combinaison de l'ancien et du nouveau, typiquement. Et on voit bien que cette opposition n'est pas complètement opérante, au sens où, effectivement, dans le discours de Joe Biden, dont l'âge finalement explique aussi ce logiciel hérité de la guerre froide, il y a effectivement la volonté de défendre la démocratie. On se souvient qu'au début de son mandat, il y avait la volonté d'organiser ce sommet pour la démocratie qui avait suscité évidemment l'opposition de la Russie et de la Chine et une rhétorique en disant mais pourquoi on n'est pas dans ce sommet, etc. Donc il y a ça, bien sûr, il y a cette dimension idéologique et la réponse idéologique des États-Unis au discours idéologique de reconstitution de l'histoire par Vladimir Poutine. Mais il y a aussi quand même la volonté de dire nous sommes la première puissance militaire, nous sommes capables d'aider l'Ukraine et on nous avait enterrés peut-être un peu vite. Et à cet égard, Vladimir Poutine avait sans doute sous-estimé, je dirais, l'intégrité et la souveraineté ukrainienne. Il avait sans doute aussi sous-estimé la réponse occidentale et en particulier la réponse américaine. Il ne pensait sans doute pas qu'il y aurait une telle mobilisation non seulement des États-Unis, de l'Europe, de l'Union européenne et de l'OTAN. Oui, parce qu'on a bien l'impression que Vladimir Poutine avait prévu les sanctions économiques, que tout était prévu, il avait reconstitué ses stocks d'or, il a bien joué sur le rouble pour maintenir le rouble, il savait qu'il pouvait couper le robinet du gaz ou le rallumer quand il voulait. En revanche, il a visiblement un peu sous-estimé soit ses forces, soit le fait qu'effectivement les Occidentaux, dont les Français d'ailleurs, allaient fournir de l'armement et des moyens techniques. Oui, effectivement, il a sous-estimé l'adversaire, ce qui est une grosse erreur en matière de stratégie. La stratégie, c'est une science de l'autre, il faut se mettre à la place de l'autre. Et à cet égard, il y a sans doute une mauvaise perception de l'autre, sentiment qu'en 3 jours, en gros, l'Ukraine allait s'effondrer, ce qui était d'ailleurs aussi le sentiment d'un certain nombre d'observateurs occidentaux, pourtant de très bons observateurs, qui, quand la Russie a franchi les frontières de l'Ukraine, pensaient que ça ne durerait pas très longtemps. Et c'était le sentiment général. Ce n'était pas que la vision russe. Et finalement, ça s'est révélé inexact parce que justement la guerre avait commencé en 2014 et que les Ukrainiens savaient se battre, savaient se mobiliser politiquement et militairement. Et puis, d'autre part, les Russes avaient sans doute aussi surestimé leur propre puissance et leur capacité à s'organiser militairement. On voit bien que côté russe, il y a une organisation très centralisée, très hiérarchique, très pyramidale avec Poutine, chef de guerre, où ça marche moyennement. Et c'est compensé par des bombardements massifs et très peu précis, alors qu'à l'inverse, les Ukrainiens sont un fonctionnement très décentralisé, avec un bon renseignement, qui est évidemment facilité par le renseignement américain et le renseignement occidental, mais avec une plus grande précision. Donc ils sont moins forts au départ sur le papier, mais ils compensent par d'autres moyens, et notamment par le renseignement. Alors on s'attendait à une guerre technologique. Alors, il y a eu des attaques de cyberguerre, hein. Il y a eu pas mal d'attaques de hacking, de choses importantes dès le début de la guerre. Mais finalement, on se retrouve avec une guerre effectivement traditionnelle et avec des forces russes qui ont l'air peu efficientes, à la différence effectivement des Ukrainiens qui utilisent des drones et qui ne sont pas des drones américains, hein, qui visiblement sont des drones turcs. Enfin, c'est très étonnant de voir finalement le gros qui a du mal avec le petit très mobile, un peu comme une guerre de rue ou une manifestation entre des forces de police qui seraient très stables et puis des petits groupes très mobiles en face. Oui, alors
il y a toujours une prime à celui qui se défend. C'est la fameuse supériorité de la défensive sur l'offensive, définie par le fameux stratège Clausewitz du début du 19e, dans son fameux traité de la guerre, qui explique ça très bien, qui montre que celui qui se défend a en quelque sorte, paradoxalement, un coup d'avance. Aussi dans le cas de l'Ukraine, parce qu'il connaît le terrain. L'Ukraine, les Ukrainiens, encore une fois, depuis 2014 se battent, en particulier dans le Donbass, les Russes aussi bien sûr, mais voilà, il y a sans doute une maîtrise et une connaissance du terrain qui est meilleure. Et puis, il ne faut pas sous-estimer un facteur absolument essentiel à mes yeux, qui est le cœur, le thumos, disaient les Grecs, la volonté de se battre. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont prêts à tout pour se défendre, hein. Ils iront jusqu'au bout. Alors les Russes aussi en un sens, puisque Vladimir Poutine, on voit bien dans son discours, montre qu'eux aussi veulent aller jusqu'au bout. C'est pas absolument certain sur le terrain. On voit bien qu'il y a de plus en plus voilà, un sentiment qui se craquelle et une volonté de combattre qui se craquelle. Donc c'est aussi une bonne leçon sur justement le rôle des régimes politiques. On dit souvent que les démocraties sont faibles, que les républiques démocratiques sont faibles, que le modèle du citoyen soldat est un modèle qui a vécu. L'Ukraine montre bien que c'est pas vrai, que les soldats russes sont moins efficaces, pas parce qu'ils sont moins bons, parce qu'ils sont en soi plus faibles, mais peut-être parce que ce sentiment politique, en quelque sorte, est moins affirmé dans cette puissance autoritaire qu'est la Russie que dans une puissance démocratique qui est capable de se défendre parce qu'elle est libre. Et ça, c'est aussi un héritage peut-être de la guerre froide qui n'a pas complètement disparu. Et puis on remarque quand même que le président ukrainien, qui est un comédien, enfin qui est un amuseur public, des acteurs, des footballeurs, des sportifs sont venus pour défendre leur pays. Alors oui, effectivement, c'est un comédien, amuseur public, effectivement, c'est l'image qu'il a au départ. Mais justement, sa grande force, c'est d'avoir réussi à démontrer non seulement qu'il était un grand communicant, mais ça, à vrai dire, c'était connu, mais qu'il était aussi un véritable chef de guerre, capable de faire confiance à ses troupes. Et il est apparu à la fois aux yeux de son peuple comme l'incarnation de ce sentiment de liberté et de défense de la nation qui est essentiel dans toute guerre. L'histoire fourmille d'exemples le caractère essentiel de cette volonté de se défendre. Mais c'est aussi un très bon représentant de la voix de l'Ukraine sur le plan international. On l'a vu à travers tous les discours qu'il a prononcés par visio interposée à l'ONU, à l'Assemblée nationale ou auprès de l'Union européenne, où il s'est fait le porte-parole de l'Ukraine, à la fois de sa volonté d'exister sur la scène internationale et d'adhérer aux mécanismes d'alliance internationaux, l'UE et éventuellement l'OTAN, mais aussi voilà, une capacité à faire du lobbying pour sa nation, au fond. Hein. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Je pense que là aussi, peu de personnes, et notamment Vladimir Poutine, attendaient que Zelensky soit à ce niveau-là de surface internationale. Il le prenait pour un clown. Oui, pour un amuseur, voilà. Parce que encore une fois, il y a cette dimension de l'Occident décadent contre une Russie qui se réaffirme. Donc Zelensky, c'était l'incarnation de ça, d'une décadence occidentale à travers voilà les séries télévisées, l'entertainment. Bon, qui n'ira pas très loin. Non, en fait, on se rend compte qu'on peut très bien vivre dans une société libérale, ou en tout cas qui se libéralise comme l'Ukraine, et qui est capable de se défendre militairement. Est-ce que la ligne rouge pour Vladimir Poutine, c'est le risque que l'Ukraine adhère soit à l'OTAN, soit à l'UE? Est-ce que c'est vraiment une histoire de frontières et de blocs où il sentait que ce pays qu'il considère à lui, parce que c'est la petite Russie dans l'histoire russe, allait passer de l'autre côté pour de vrai? Oui, il y a une inquiétude évidemment de l'occidentalisation de ce voisinage de l'Empire russe. Mais il y a aussi la conviction profonde en interne qu'en effet, la Russie, c'est la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine. Et que la Biélorussie est acquise à la cause russe, que ce n'était pas le cas de l'Ukraine, et qu'il s'agissait, pour reprendre les termes, si je puis me permettre, de George W. Bush de 2003, finish the job. Voilà, il s'agissait au fond de parachever ce qui avait été commencé en réalité depuis déjà très longtemps.
À cet égard, il y a un certain mimétisme par rapport aux États-Unis, une volonté de réussir ce que les États-Unis n'ont pas réussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est que la Russie se positionne par rapport aux États-Unis parce que c'est la première puissance. Et donc, c'est pas simplement je dirais une question de perception de l'autre, perception de l'Occident. Oui, bien sûr, l'OTAN, oui, bien sûr, l'UE. C'est aussi l'idée, on existe, nous, et on va le montrer par nous-mêmes. Ouais, on est toujours dans l'imaginaire Soyouz, je suis le premier à marcher sur la Lune et je suis le premier à envoyer des satellites, etc. On est toujours là-dessus, finalement. Il y a cette dimension de compétition et puis cette idée de démontrer que le modèle occidental est factice, est faillible, à la différence d'un modèle russe qui démontre son efficacité et sa capacité à se projeter dans le long terme. Évidemment, ce qui différencie des puissances comme les États-Unis ou la France ou la Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est des phénomènes d'alternance, voire d'instabilité politique, qui est d'ailleurs parfois alimentée par les tentatives de manipulation électorale de puissances comme la Russie. Et de l'autre, un régime russe ou un régime chinois qui, parce qu'il est différent, parce que le modèle électoral est pour le moins différent, eh bien, parvient à se situer sur la longue durée. Et c'est vrai que l'échelle politique, et en particulier l'échelle des relations internationales, c'est la longue durée. C'est une difficulté que connaissent aujourd'hui les démocraties. Si aujourd'hui les États-Unis répondent si fortement, c'est parce que M. Biden est au pouvoir. Que se serait-il passé si M. Trump avait été réélu? On ne le sait pas. Il y a quand même une incertitude quant au leadership dans les démocraties. Alors que en Russie, Poutine gouverne depuis plus de 20 ans, et en Chine, là aussi, le pouvoir est occupé depuis un certain temps. On va revenir sur cette capacité des démocraties à prévoir, ou à ne pas prévoir plutôt. Mais avant, je voulais juste vous questionner sur peut-être une erreur. Enfin, moi, je considère que c'est une erreur de Poutine qui a cassé le contrat social avec son peuple en disant maintenant, on va prendre n'importe quel citoyen ou presque, et vous allez aller au front. Alors qu'il avait défendu depuis toujours que jamais les Russes n'iraient verser du sang, sauf s'ils étaient militaires, évidemment. Est-ce que là, il n'a pas fait une erreur en faisant l'appel au peuple? Sans doute, mais il est dos au mur. C'est-à-dire d'un certain point de vue, Poutine ne peut accepter d'être défait militairement. Ce serait le pire des scénarios. Et en même temps, il ne peut pas non plus accepter une paix simple, une paix séparée. Donc la mobilisation des réservistes, c'est d'une certaine façon justifié par on ne peut pas perdre. Donc c'est déjà un aveu d'échec, mais c'est aussi une volonté de continuer le combat et de montrer que la Russie, en dépit des difficultés qu'elle reconnaît aujourd'hui, eh bien, y arrivera, vaincra. C'est pour ça que la situation est extrêmement dangereuse. Ah oui, parce qu'on ne voit pas la porte de sortie. Là. Exactement. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une fuite en avant. Et on voit que la société russe, là aussi, se fissure avec des oppositions qui aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles et visibles qu'elles ne l'étaient il y a plusieurs mois. Et puis un discours de l'escalade nucléaire qui doit être pris au sérieux. Aujourd'hui, les observateurs, en particulier occidentaux, disent « mais non, c'est impensable ». Que les Russes utilisent l'arme nucléaire, notamment l'arme nucléaire tactique, parce que ce serait entrer dans un autre monde et ce serait utiliser pour la première fois l'arme nucléaire en Europe. Mais je ne dis pas que ça va arriver, bien entendu, c'est peu probable. Mais il me semble que compte tenu de ce qui a précédé et de l'évolution du discours de Vladimir Poutine, non seulement depuis le 22 février, mais même avant, depuis 2007, on ne peut pas exclure cette hypothèse. Et donc c'est là que les Occidentaux doivent faire preuve de beaucoup de prudence, de responsabilité politique face à cette escalade de Poutine. Alors, je vais revenir sur cette capacité ou incapacité à prévoir des démocraties. On a l'impression, très sincèrement, que, alors notamment en France, prenons le cas de la France, qu'il y a une sorte de bascule d'un côté ou de l'autre par rapport à ce genre de problématique internationale assez rapide. Je prends l'exemple de la guerre contre le terrorisme, qui a été la doctrine de l'armée française pendant des décennies, ou 2 décennies. Les Français s'en vont du Mali, il n'y a plus de terrorisme. On a l'impression que c'est toujours tout ou rien, et que de toute façon, la guerre de haute intensité, on n'avait pas prévu, donc on n'a pas les moyens, donc on n'a pas les tanks, on n'a pas les canons, et donc on ne pourra pas la faire. Est-ce que là, il y a une difficulté de court-termiste ?
de court-termisme des démocraties? C'est une question extrêmement délicate. Alors sur la lutte contre le terrorisme, parce que bon, la France, surtout au moment des attentats de 2015-2016, a employé cette rhétorique de la guerre au terrorisme, mais dans l'ensemble, le discours politique en France est plutôt un discours, disons, plus modéré, moins strident que celui qu'on a pu observer aux États-Unis au lendemain du 11 septembre. Et aujourd'hui, le discours politique du ministre des Armées, du Premier ministre, du président de la République, c'est plutôt de dire que le terrorisme constitue une menace toujours présente, et que les Français continueront à agir au Mali, mais autrement. Ce qui est remis en cause, c'est l'idée que les forces françaises soient présentes sur le territoire, et que ça constitue un élément de faiblesse parce que aujourd'hui, la société au Mali est, disons, dans un sentiment de défiance par rapport à la présence de ces forces françaises, alimentée du reste par les manipulations informationnelles des Russes visant à discréditer cette présence française. Et donc, sur le plan tactique et stratégique, ce choix est sans doute préférable, sans doute inéluctable aussi, mais préférable, c'est-à-dire d'un retrait, mais qui n'implique pas du tout d'arrêter quoi que ce soit, en fait. Hein. Simplement de le faire autrement, de le faire de manière discrète, comme d'ailleurs c'est le cas depuis longtemps. Et donc c'est vrai que c'est peut-être la remise en cause d'un certain interventionnisme occidental, un peu abrupt, un peu strident. On voit qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu l'inventaire de ce mode d'action. Quant au court terme, oui, c'est vrai que les démocraties sont confrontées à ce problème du court terme. On le voit dans la conversation politique ordinaire, et on le voit peut-être encore plus fortement sur les questions internationales qui nécessitent de se projeter sur le long terme. En intervenant au Mali, il y a eu des discours parfois maladroits, ou en Centrafrique, consistant à dire ça va durer peu de temps, on va juste empêcher les islamistes de prendre le pouvoir, et ensuite on reprendra nos billes. Alors qu'on sait bien qu'il ne suffit pas d'empêcher les islamistes de prendre le pouvoir. On sait très bien que ce qui est le plus difficile, c'est l'après. Et c'est là que peut-être il faut tirer la leçon, en quelque sorte, de ce discours qui réussit à court terme, mais qui échoue à long terme. Et donc de réintégrer la perspective du long terme en démocratie. Mais c'est une problématique qui dépasse de très loin les relations internationales. Un autre exemple, c'est évidemment le fait que on n'a pas anticipé l'attaque du 22 février. Les renseignements américains étaient peut-être plus avertis de cela et prenaient davantage au sérieux l'attaque russe parce que justement ils ont tenu compte en quelque sorte de leurs échecs en Afghanistan et en Irak. En France, on trouvait ça impensable parce que ça nous renvoyait à une logique de guerre froide qu'on pensait révolue. Et là aussi, tout est aujourd'hui imaginable. C'est ça qui est à la fois passionnant pour le chercheur et extrêmement inquiétant pour le responsable politique. C'est qu'en effet, on est dans une situation internationale où tous les scénarios doivent être considérés comme crédibles. On a vu aussi que cette guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe, avait donné un peu de consistance à l'Europe, justement. Alors pas sur tout, notamment pas sur la défense, hein, on l'a bien constaté. En revanche, on l'a vu sur la solidarité, sur l'énergie. Ils ont été meilleurs, les Européens, sur les problématiques d'énergie que sur l'immigration, par exemple. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que les Européens, la France en particulier, parvient à s'adapter en temps de crise. C'est-à-dire on voit qu'il y a une capacité, on dit aujourd'hui résilience, enfin, en tout cas de rebond dans des situations d'urgence. Et à cet égard, une vraie solidarité européenne pour faire face, je dirais, au court terme, justement. Mais voilà, il y a plus de difficultés lorsqu'il s'agit d'envisager des options stratégiques sur la longue durée. On le voit sur le dossier ukrainien et russe. Aujourd'hui, il y a clairement un clivage en Europe très profond, qui aujourd'hui est moins visible parce qu'il y a cette solidarité de court terme, mais il y a un clivage entre ceux qui considèrent, en gros, hein, pour faire très simple, que la Russie, c'est un ennemi durable, à long terme. Hein, vous prenez la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Finlande, etc. Le Danemark. Ceux qui sont à côté. Hein. Ceux qui sont à côté, mais je dirais ceux aussi qui sont alignés sur la position OTAN, consistant à dire, 1, l'OTAN nous protège plus que l'Europe, 2, l'ennemi essentiel, c'est la Russie et ça n'a pas changé. Et l'architecture de sécurité européenne, elle doit être pensée contre
la Russie par rapport à la menace russe. Alors que la position de la France, par exemple, c'est pas cette position-là. La position de la France, c'est de dire il faut continuer à maintenir un canal de discussion, premièrement. Et deuxièmement, on ne pourra pas construire une architecture de sécurité européenne indépendamment d'une forme de paix des braves, si je puis me permettre, avec les Russes, quand bien même on n'a pas le même modèle politique, quand bien même on n'a pas la même vision du monde. Donc la position française, bien avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'était celle-là. C'était de dire, de toute façon, il faudra trouver un point d'accord, même minimal, avec la Russie. Et aujourd'hui, cette position n'est pas partagée par un certain nombre de puissances européennes. Donc oui, l'UE et l'OTAN se trouvent renforcées temporairement par ce conflit en Ukraine, mais il n'en reste pas moins qu'au sein de l'OTAN comme au sein de l'UE, il y a ce clivage sur la position qu'on doit avoir vis-à-vis de la Russie. Les Allemands, eux, ont une dépendance économique, énergétique avec les Russes. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu au début un peu un bégaiement des Allemands qui avaient du mal à prendre des décisions. Qui se disaient, si nous coupent le robinet, on ne va pas être bien sur notre industrie. Oui. Là aussi, ça pose la question du positionnement de l'Allemagne comme grande puissance industrielle. Souvent, le discours a été de dire, oui, les Allemands ont réussi à maintenir cette industrie que nous, on a sacrifiée, la France. C'est vrai, sans doute que les Allemands ont mieux réussi du point de vue de la réindustrialisation ou de le maintien plutôt d'une industrie. Mais en même temps, le maintien de cette industrie allemande s'est fait au prix d'une dépendance très forte vis-à-vis de la Russie sur le plan énergétique, mais aussi vis-à-vis de la Chine sur le plan économique. Donc dans l'hypothèse là aussi d'une dégradation des relations avec la Chine, compte tenu du dossier à Taïwan, compte tenu de la volonté de la Chine de s'affirmer, et ben là, l'Allemagne se retrouve dans une situation où elle est un colosse au pied d'argile, avec une puissance industrielle qui est la première puissance industrielle d'Europe, de loin, mais avec une dépendance telle par rapport aux matières premières et par rapport à un certain nombre de produits chinois et russes, que cette toute-puissance se retrouve en quelque sorte hyper vulnérable. Alors que la France, d'une certaine façon, par son modèle social, par ses échecs en la matière, d'une certaine façon, elle se retrouve plus souveraine. Alors, on va prendre le dernier chapitre de votre ouvrage que vous avez réactualisé. Donc, c'est La guerre des origines à nos jours. Là, j'ai l'édition qui date de 2014. Donc, on va dire que de l'eau est passée sous les ponts. Vous avez actualisé ce document, ce document qui est un document de recherche collective et qui est disponible dans les kiosques en ce moment. Oui, donc avec Sciences Humaines, le magazine Sciences Humaines, on a fait une édition nouvelle 2022, si je puis me permettre, de la guerre, donc de la préhistoire à l'Ukraine, justement pour exposer un peu toutes les idées que je viens de vous présenter sur la guerre en Ukraine, et donc un volume sous forme de magazine de presse qu'on peut trouver, je crois, jusqu'à mi-décembre de 2022 ou sur commande, évidemment, sur le site internet si c'est plus en kiosque. Alors je vais vous demander de faire le travail d'après, c'est-à-dire quelle guerre pour demain, quel avenir pour la guerre selon vous. Dans ce dernier chapitre, vous parlez des drones, vous parlez de la cyberguerre. Vous ne parliez pas de la guerre de haute intensité, même si vous l'évoquez un peu dans le bouquin. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Donc pour vous, c'est quoi les guerres de demain ? Il me semble que les guerres de demain, ce sont des guerres complètes. Ce que j'appellerais des guerres complètes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on envisageait par exemple le terme de guerre hybride. On disait que l'avenir de la guerre, c'est la guerre hybride. C'est-à-dire le mélange de guerre conventionnelle et de guerre irrégulière non conventionnelle. En réalité, toutes les guerres ont toujours été hybrides. En revanche, elles n'ont pas toujours été complètes. Au sens où la palette des moyens à disposition n'était pas utilisée. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est une grande palette, une très large palette qui va des chars, des vieux chars russes qui se retrouvent mobilisés avec des bombardements très imprécis, qui n'étaient jamais vus et qu'on pensait ne jamais revoir, avec la très haute technologie et avec aussi ce qu'on appelle la guerre sous le seuil. C'est-à-dire des affrontements qui ne sont pas létaux, qui ne débouchent pas sur des affrontements sanglants, mais qui, par le biais de l'information, par le biais des menaces cyber, contribuent à affaiblir ou à renforcer les États qui les utilisent. Et donc c'est ça ce que j'appelle la guerre complète, c'est l'idée de se dire au fond qu'aujourd'hui on peut faire feu de tout bois. Ça a toujours été vrai, mais c'est pas l'hybridité, c'est vraiment la complétude
des moyens. Et dans les années 80-90, au fond, ce qu'on pensait, c'était des guerres incomplètes, où la dimension de guerre majeure était éclipsée au profit de guerres limitées en quelque sorte. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, c'est que la guerre complète, potentiellement, c'est pas une guerre limitée. Et est-ce que la dissuasion nucléaire, finalement, n'est pas morte? Parce que, justement, on se retrouve avec des troupes massées à des frontières et il n'y a plus besoin... Enfin, la menace nucléaire ne fait plus peur à personne. Si, elle fait peur, on le voit bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui montre que la dissuasion continue à fonctionner. Simplement, on peut estimer qu'elle se fissure à travers, justement, la menace d'une arme nucléaire tactique. Et d'ailleurs, le traité sur les armes nucléaires tactiques n'a pas été re-signé par les Russes. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est l'arme nucléaire tactique? Alors, il y a deux types. On a l'impression qu'elle est moins méchante. Elle est pas moins méchante, mais elle a une portée moindre, c'est-à-dire que ce sont des armes qui ont une portée, une longueur, une allonge moindre, et qui ont une puissance nucléaire moindre. Et donc qui sont utilisés en appoint. En fait, la dimension tactique, c'est le fait que cette arme nucléaire tactique s'inscrit en plus de moyens conventionnels. Alors que l'arme nucléaire stratégique, c'est une arme tellement puissante que c'est une arme de non-emploi. Elle est considérée justement dans le contexte de la dissuasion nucléaire. Or là, ce qu'on voit, le discours qu'on entend, c'est un discours justement qui est un petit peu en dehors du mécanisme de la dissuasion, en tout cas du point de vue russe, consistant à dire, ben oui, ce type d'arme peut être utilisé en cas de menace existentielle de la Russie pour éviter que cette menace ne soit réelle. Mais là, encore une fois, on est toujours dans le domaine des perceptions. C'est-à-dire, quand est-ce que Vladimir Poutine considérera véritablement sérieusement qu'une menace pèse sur lui? L'annexion du Donbass et le fait qu'aujourd'hui le Donbass appartienne à ses yeux à la Russie est inquiétante parce qu'elle donne le sentiment que si les Ukrainiens aidés par les Occidentaux continuent, eh ben, l'arme nucléaire tactique pourrait constituer une hypothèse crédible. C'est ça qui est extrêmement inquiétant et qui fissure en quelque sorte le discours strictement stratégique de la dissuasion. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu les votes qui ont été menés pour donner de l'autodétermination de ces régions-là, en disant ça y est, elles sont devenues russes de par les citoyens. Et donc à partir de maintenant, si vous attaquez ces régions-là, vous attaquez la Russie. Voilà, c'est toute la question de la souveraineté. Pour Vladimir Poutine, l'Ukraine n'est pas un État souverain. Elle appartient à la Russie, et en particulier le Donbass, qui est d'ailleurs en partie russe sur le plan... Voilà, il y a une partie de la région elle-même, géographiquement, qui est russe. Et donc l'argument, c'est de dire, on récupère ce qui nous est dû, en réalité, en attendant la suite. Et c'est ça qui doit inquiéter, c'est que Poutine pense sincèrement que la souveraineté russe est menacée dès lors que le Donbass appartient à la Russie. Donc au fond, même si c'est de la rhétorique, même si c'est une forme de dénégation, la manière de brandir la menace nucléaire s'inscrit dans un discours qui est au fond, pour lui, très cohérent. Alors je vais vous demander de faire de la prospective très loin, 2049, alors je ne sais pas si c'est très loin pour vous en sciences politiques et en histoire. 2049, les Chinois ont écrit, puisque nos amis chinois, ils écrivent, ils sont assez pratiques, ils sont assez lisibles, qu'ils seront hégémoniques. En clair, 2049, la Chine est hégémonique, notamment dans sa zone d'influence. Est-ce que ça, c'est le prochain conflit, notamment avec les Américains qui ne se laisseront pas détrousser du leadership planétaire? Oui, là aussi, c'est une hypothèse à prendre très au sérieux parce qu'ils sont plutôt en avance sur le planning, si j'ose dire. Ça, ouais. Notamment sur la marine, visiblement, ils en font beaucoup. Et donc c'est assez, là aussi, ça doit être pris au sérieux. Et donc, voilà, on est clairement dans une situation géopolitique de dégradation des relations entre les États. Après une période qui n'était pas spécialement pacifique, mais enfin qui était plutôt une période d'attente au lendemain de la guerre froide. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a des reconstitutions de puissance, reconstitutions d'empire. Et voilà, certains parlent même de désoccidentalisation. C'est sans doute aller peut-être un peu trop loin, de mon point de vue. Mais il est certain que cette multipolarité a des effets sur la manière dont les Occidentaux peuvent défendre leurs intérêts et défendre leur puissance et leurs idées, leurs valeurs aussi. Ça, c'est très important. Donc, il faut se préparer sur le long terme à l'hypothèse d'une domination chinoise, qui ne veut pas dire que nous-mêmes, on sera particulièrement affaiblis.
C'est-à-dire que là aussi, c'est relatif. Ce qu'il faut, c'est ne pas être complètement dépourvu de marge de manœuvre, au fond, dans ce contexte. On ne peut sans doute pas conjurer la montée en puissance de la Chine. En revanche, on peut se préparer à s'adapter à cette configuration. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent, parce qu'on est beaucoup trop dépendant à tous égards des Chinois et des Russes sur le plan énergétique. Mais là aussi, des solutions, compte tenu de la crise, compte tenu de la nécessité, sont sans doute envisagées et envisageables. Jean-Vincent Hollande, merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Merci.